Bonjour à tous. Quand j'ai décidé du titre de cette conférence, j'étais un peu énervé en fait. Je suis agile fluide et alors? Oui, et alors? Qu'est-ce que ça change? Cette conférence, elle est issue d'un article que j'ai fait sur LinkedIn en début d'année. Un article où j'exprimais un certain ras-le-bol en fait. Un ras-le-bol d'être classé en permanence. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas le droit aussi de ne pas être classé? De ne pas être mis dans une boîte, dans une case. D'être à plein d'endroits à la fois. Et le rapport avec gender fluid m'a paru assez évident. Donc, gender fluid, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des gens qui ne s'identifient pas à un genre particulier. Le genre peut varier en fonction de plein de paramètres. Et je me suis dit, c'est un peu ça en fait, l'agilité. Enfin, mon agilité. C'est sûrement ça. Donc ça a amené cette conférence. Cette conférence, c'est un peu une réflexion sur qu'est-ce qui fait l'agilité actuellement et comment est-ce qu'on pourrait prolonger un petit peu plus loin cette agilité. Alors je vais déjà remercier tous nos sponsors, sans qui cette journée ne serait absolument pas possible. Merci beaucoup à eux. Je vais aussi me présenter, même si je vois que dans la salle, il y a énormément de gens qui me connaissent. Maxime Bonnet, je suis coach agile, je travaille pour CGI depuis 10 ans maintenant. J'ai fait 2 grosses missions. Première mission SNCF pendant plus de 6 ans et demi, et je suis actuellement chez Groupama depuis 3 ans. J'accompagne des équipes dans la mise en place de l'agilité, j'accompagne des managers dans leur prise de poste, j'accompagne la mise en place d'organisations, je suis conférencier, formateur, et je suis extrêmement joueur. J'aime beaucoup jouer, c'est une des caractéristiques principales. Je trouve que quand on ne s'amuse pas, c'est un peu difficile. Amateur de whisky aussi, mais non, ça c'est autre chose. Et de Lego. Merci. Oui, non, c'est bon, on va pas faire la liste. En fait, il y a plein de gens qui me connaissent au bout d'un moment. Ça devient compliqué. Cette conf, c'est pas la plus rigolote que j'ai faite, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, c'est que on se retrouve dans un monde qui est extrêmement polarisé actuellement. Alors, il suffit d'allumer la télé sur n'importe quel média, vous allez vite comprendre que quand on n'est pas pour, on est contre. Quand on n'est pas dans un camp, on est obligatoirement dans l'autre, et qu'en gros, il y a une énorme polarisation de la société. Donc c'est vrai pour tous les sujets. Il y a des sujets éminemment politiques, bien sûr, mais il y a des sujets sociétaux. On voit ce qui se passe aux États-Unis, donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans la société. Il n'y a plus de gradient entre une opinion ou l'autre. D'accord ? Et quand vous n'êtes pas dans un camp, vous êtes l'ennemi de l'autre. Donc ça, c'est extrêmement vrai. C'est quelque chose qui est arrivé de manière assez insidieuse avec le numérique. Et il y a une raison à ça. C'est que le numérique, c'est devenu une chambre d'écho des extrêmes. Ce qui fait que globalement, avec le numérique, l'information a pu passer de plus en plus vite, mais surtout les gens ont pu se regrouper autour de sujets. Il y a 20 ans, toutes les personnes qui vous disaient que la Terre était plate, vous les regardiez en faisant... Actuellement, aux États-Unis, il y a 25% de la population qui pense que la Terre est plate. Et en plus, ils se parlent entre eux. Donc ils se confirment, la Terre, elle est bien plate, avec un mur autour et tout. Et on voit une vidéo sur Légende d'un platiste qui vous explique que on n'avait jamais vu le mur. Ces opinions, il y a 20 ans, étaient ultra minoritaires. On nous annonce que les vaccins, c'est absolument pas bien et qu'il faudrait prendre de la javel dans les veines pour pouvoir se guérir du Covid. Et ça choque personne que le président des États-Unis dise ça. Même si on trouve que c'est un crétin, et là j'ai plus le droit d'aller aux États-Unis, ça choque personne. Donc il y a une espèce de caisse de résonance qui a fait en sorte que les extrêmes, alors les extrêmes de droite comme de gauche, les extrêmes de l'un ou de l'autre, deviennent prédominants. Et surtout, il y a une vraie défiance des normes. Remise en cause des vaccins, remise en cause de certaines avancées qu'on a pu avoir. Là, on voit la remise en cause, par exemple, de l'écologie actuellement.
Bon, on peut se poser aussi des questions, surtout au vu de la crise climatique qu'on est en train de vivre actuellement. Donc ces opinions extrêmes, elles nous poussent dans un monde qui est assez schizophrénique. Et si on revient à notre métier, qui est l'agilité, on entend chez tout le monde la question, est-ce que je suis agile ou pas agile? Vous allez voir des équipes, elles vous disent, non mais moi je ne suis pas agile. J'ai fait l'exercice il n'y a pas très longtemps avec une équipe. Elle me disait, nous, on n'est pas agile. J'ai pris toutes les valeurs de l'agilité et tous les principes. Ils avaient les 4 valeurs et ils avaient 10 des 12 principes. Et ils étaient tous en train de se dire, on n'est pas agile. Ça interroge quand même. On peut être agile ou pas agile, mais on ne peut pas être juste entre les deux. C'est pas possible en fait. Et je vais faire même la culpa, c'est que j'en suis la cause à un moment donné. Quand j'ai commencé à donner des formations en 2008, mes formations étaient extrêmement dogmatiques. Alors elles étaient dogmatiques parce qu'on voulait prouver que le cycle en V, c'était mal. Donc on faisait des super formations, pendant 1 heure, on tapait sur le cycle en V, et pendant l'heure d'après, on vous disait que l'agilité, c'était extraordinaire. Et que vous allez avoir des rendements supérieurs. Il y a des gens qui vous vantaient des projets faits pour le FBI, des gens qui ont signé le manifeste agile, qui multipliaient par 2 tous les mois la capacité à faire de l'équipe. Ouais, moi aussi. Bien sûr, c'est ridicule. Mais on l'a fait. On l'a tous fait. On a tous fait en sorte que l'agilité soit mise sur un piédestal et que ça soit un petit peu le Graal à obtenir. Et que si on n'est pas au niveau d'agilité qui est attendu, ben on n'est pas agile. Et ça, moi, j'en ai marre. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut être agile? J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps là-dessus, mais souvent, en fait, on ne s'est pas posé cette question. Ce qui fait que l'agilité qu'on obtient, ce n'est pas obligatoirement l'agilité qu'on a voulu. Donc savoir dire si on est agile ou pas, ça n'a pas beaucoup de sens. On a voulu se distancier de certaines pratiques qui étaient très nocives. Très bien. On a voulu briller. On a voulu faire comme les autres. Alors ça, je vous rappelle, Cargo Culte Agile, très bonne conférence de Émilie Esposito. Et pourtant, néanmoins, les gens continuent de dire ben, on n'est pas agile. Moi, il y a un truc, par exemple, qui me fait à chaque fois marrer, c'est les équipes vous disent on n'est pas agile. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas en prod tous les mois. Il n'y a pas marqué dans le manifeste de mettre en prod tous les mois. Hein. C'est nulle part. Il y a juste dit tous les mois, essayez de le montrer à quelqu'un qui puisse vous donner un avis. Et il y a marqué le terme opérationnel, c'est-à-dire pas plein de bugs et pas à moitié fini. C'est tout. Il n'y a pas dit on met en prod. Ça, c'est faux. Donc, il y a plein de gens qui se tapent la tête contre les murs en disant on ne sera jamais agile. Et puis, on est aussi dans un monde où les avis et les faits, ben, ça devient un peu compliqué. Il y a plein de gens qui se disent journalistes, qui ne le sont pas vraiment, qui sont chroniqueurs. D'accord ? Et en fait, on a des avis. Alors, on les a balancés, ces avis. Hein. Avec l'agilité, on va réussir les projets, ça va être génial. Et on a sorti des super diagrammes. Donc ça, c'est le Chaos Report hein, qui vous le donne. Effectivement, on est passé de 15% de projets qui fonctionnent en waterfall, cycle en V, à 30, un peu plus, hein, 40%. 42%. C'est le dernier, hein, celui-là, c'est 2020. Alors ouais, c'est chouette, hein, il y a une nette amélioration. Hein. Enfin, 40% de projets réussissent avec l'agile. 40%. C'est-à-dire qu'il y en a 60%, enfin 58, allez, je vous le fais à 58, qui ne fonctionnent pas. C'est quand même pas extraordinaire. Et pourtant, on revend, et il y a plein de consultants hein, qui passent voir des responsables de division, des DSI, leur dire non mais l'agilité, machin, etc. Ça fait 15 ans qu'on abreuve les gens du fait que l'agilité, c'est le parangon, on va réussir les projets grâce à l'agilité. Il y a des mythes hein, comme ça. Hein. Avec l'agilité, ça va plus vite. Moi, je dis aux gens, non, avec l'agilité, c'est 10% plus lent. Mais vous finissez plus tôt. Ah, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Ah oui, je suis désolé. D'accord ? Donc le truc, c'est que les faits, c'est que c'est pas l'agilité qui fait marcher les projets. C'est la taille des projets. Et il se trouve qu'en agilité, on a des projets plus petits. Et je ne vous parle pas des frameworks d'agilité à l'échelle, ça c'est une autre problématique. Mais on a des projets plus petits, donc ils ont plus de chances de réussir. Donc c'est pas l'agilité ou le cycle en V le problème.
C'est la taille des projets. D'accord? Donc c'est pas le débat en fait. Quand j'en suis là, je me dis aussi que le problème c'est moi. Je suis coach agile depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que dans ma vie, tous les projets, tous les gens que je vois sont des gens qui sont en train de passer à l'agilité, qui sont agiles, qui sont des agilistes, qui sont des coachs agiles. Je vis dans une bulle informationnelle. Moi, tous les jours, je fais de l'agilité. Et d'ailleurs, ça a été quelque chose qui m'a fait tilt il n'y a pas très longtemps. Je discutais dans une structure qui n'était pas du tout agile. Et j'avais du mal à me mettre à leur place parce que moi, le cycle en V, ça doit faire plus de 10 ans que j'en ai pas fait. 15 ans même, quasiment. Donc effectivement, je me suis rendu compte que j'étais rentré dans une bulle et que pour moi, l'agilité devenait un but à atteindre. Et que je vivais par ça et que effectivement, j'étais rempli de biais qui étaient liés à ce truc-là. Donc cet enfermement, c'est un double enfermement, parce que déjà, il y a l'enfermement dans la bulle du digital, du numérique, de l'informatique, qui est une bulle très particulière dans l'industrie. On ne construit pas des voitures, on ne construit pas des maisons, des ponts. D'accord ? Et le truc, c'est que derrière, il y a une autre bulle qui est la bulle de l'agilité. Donc j'étais enfermé dans ces deux bulles-là. Vous pouvez vous en rendre compte quand, par exemple, vous allez voir des amis ou que vous êtes dans des associations de votre village ou de votre ville, par exemple. Là, vous allez rencontrer des gens qui sont en dehors de cette bulle. Et ça vous fait bizarre, généralement. Déjà, ils ne comprennent pas bien vous, et puis vous ne comprenez pas bien ce qu'ils font. D'accord ? Là, ici, on est tous convaincus que l'agilité, ça a un intérêt. Sinon, vous ne serez pas là. Vous n'auriez pas payé les 65 € pour venir aujourd'hui. 75, je ne sais plus. 75. Donc, globalement, vous êtes convaincus, on est dans une bulle. Et ça pose la question, est-ce que je suis un vrai coach ou un escroc ? Et il n'y a pas longtemps, j'ai un de mes collègues, qui est dans la salle, qui, sur un groupe WhatsApp, s'appelant les coachs empathiques, met la question, est-ce que je suis pas un escroc si je dis à une équipe de ne pas faire de rétrospective ? Et en fait, ça m'a fait assez tilt, ce truc-là, en me disant, mais pourquoi on se trouverait un escroc de proposer un truc qui fait du bien à l'équipe ? Oui, mais c'est pas agile de ne pas faire de rétro. D'ailleurs, vous prenez le jeu qui s'appelle la Scierie des bonnes pratiques ou Agile DNA, qui est un jeu où on doit éliminer des pratiques au fur et à mesure. Quand vous mettez des coachs autour de la table pour jouer à ce jeu, la seule carte qui reste à la fin, c'est la rétro. Résultat, là, j'ai quelqu'un que je connais qui me dit « je suis un mauvais coach, je leur ai dit d'enlever la rétro. » Non, en fait. Pourquoi on ne s'autoriserait pas à avoir une pratique qui fait du bien à l'équipe sous prétexte que c'est pas agile ? Et ça nous renvoie en miroir plein de trucs. C'est qu'à un moment donné, dans notre vie de coach, on va être confronté à des situations dans lesquelles on va se trouver un escroc. J'ai fait une mission dans laquelle on me demandait d'être l'administrateur Jira, de remplir des Jira et de faire des matrices de maturité. Globalement, c'est pas mon boulot en fait. Enfin, c'est pas le boulot tel que je le vois. Ça n'a aucun intérêt, j'ai pas envie de le faire. Je me suis trouvé mauvais dans cette mission. Je me suis trouvé un escroc. Je me suis dit, mais Maxime, c'est pas possible, t'es un mauvais coach agile. Puisque tous les autres, ils le font. On était une vingtaine dans cette équipe-là de coachs. Tous les autres le font, toi, t'y arrives pas. Je suis mauvais. Et puis surtout, on nous demande de chiffrer tout ça. On nous demande de chiffrer, de regarder, de vérifier si la transformation agile qu'on est en train de faire, c'est une transformation qui a un impact, qui fonctionne. Je rappelle qu'on essaie de transformer une culture d'entreprise. Essayer de chiffrer ce que c'est que la transformation d'une culture. C'est extrêmement compliqué. Et c'est pas avec une matrice avec 80 questions qu'on va y arriver. C'est sûr que non. Donc à un moment donné, je me suis dit que j'en avais marre d'être dans ma boîte. Même si c'est confortable, cette boîte agile, à un moment donné, il faut peut-être que je me mette un coup de pied au cul et que je me dise que l'agilité, c'est pas une fin en soi. Envie d'aller voir ailleurs. Alors le problème, c'est que l'ailleurs, j'ai pas envie de retourner au cycle en V. J'en ai fait pendant 15 ans. Non merci. C'est pas mon kiff. Et puis surtout, je me rends compte que le monde, de quoi il a besoin ? Il a besoin de comprendre que on est tous différents. Toutes les entreprises sont différentes. Tous les projets ont des besoins qui sont propres, même au sein de la même entreprise. Tous les clients
sont différents. Toutes les équipes ont des valeurs qui sont différentes parce qu'elles sont faites d'humains qui ne voient pas la vie de la même manière. Donc à un moment donné, c'est complètement antinomique de vouloir appliquer des recettes, qu'elles soient agiles ou pas agiles, qui soient les mêmes à toutes les équipes. Quand j'étais chef de projet, je me battais parce que j'en avais marre qu'on me demande de faire du CMMI bidule ou de l'ISO 9001. Parce que je trouvais qu'à chaque fois, les recettes ne s'appliquaient pas pour moi. Pour X raisons. Et quand vous allez voir les équipes, elles vous disent exactement ça. J'ai été dans des entreprises dans lesquelles toutes les équipes devaient faire du Scrum de la même manière. Les 180 équipes. C'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Ça ne fonctionne pas. Parce que toutes les équipes ont des contraintes projet, ont des gens qui sont différents. D'accord ? Donc la question c'est de se dire, une fois qu'on a fait ce constat, on dit quoi ? On vient de dire, l'agilité c'est bien, mais globalement on a sûrement été trop dogmatique. Le cycle en V, ben, c'est pas bien, mais en même temps, il y a certaines personnes qui en ont besoin. Entre les deux, qu'est-ce qu'on a ? Et puis il n'y a pas beaucoup de frameworks ou d'autres choses qui sont apparues depuis... alors il y a eu des tentatives, hein, Earth of Agile, Modern Agile, il y a eu des choses qui sont apparues. Mais globalement, alors vous avez quelques méthodes qui continuent d'apparaître régulièrement. Mais en même temps, c'est que des frameworks. Donc derrière, la question c'est, est-ce qu'on a envie toujours de se dire, bon allez, on va être 100% agile. Il y a encore des boîtes qui sont dans cette optique-là. Hein. Mais il y en a beaucoup qui en reviennent. Donc l'agile fluide, c'est un petit peu une réflexion en fait sur ce truc-là, de se dire, il y a quelque temps, il y avait agnostic agile. Donc agnostic agile, c'était une volonté de retourner à l'agilité primaire. On peut se poser la question. Alors oui, il y a un vrai besoin, c'est de se dire, on va arrêter de faire du Vrum, donc de dire on fait de l'agile et puis on n'en fait vraiment pas du tout. Hein. C'est-à-dire, on a juste fait un cycle en V et on dit qu'on le fait mois par mois. Ça, non, pour le coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais est-ce que l'agnostic agile, c'est la solution ? Je ne suis pas convaincu, en fait, que ce radicalisme a un intérêt. Je pense justement qu'il faut qu'on arrête d'être dans le radicalisme. Il faut sûrement se poser la question de être moins strict sur ce cadre qu'on propose aux gens. On ne peut pas leur proposer le cadre en entier tout le temps. C'est pas possible, en fait, ça ne marche pas. Et l'agilité, surtout, c'est pas une fin en soi. Hein. Les gens, généralement, sur les projets, ils sont là pour faire des projets. Ils ne sont pas là pour faire de l'agilité. L'agilité, c'est un outil qu'on met au service des équipes pour pouvoir réussir ce qu'elles font. Donc moi, je me suis dit que... en fait, donc cette réflexion, elle date de janvier. Hein. Donc la conf arrive 6 mois plus tard, mais je reste convaincu de ça, c'est que ce qu'il nous faut, c'est de la fluidité dans ce qu'on fait. Le manifeste agile, il était bien, mais le manifeste agile, en fait, il a 24 ans. Et 24 ans, dans la vie de l'informatique, c'est extrêmement long. Remémorez-vous, là où vous étiez il y a 24 ans. Bon, certains... Moi, j'étais déjà en train de bosser. Hein ? Vous battez pas au premier rang. Donc, il y a 24 ans, c'est extrêmement vieux. Et surtout, c'est le reflet des aspirations d'une époque. 2001, on faisait de l'informatique, l'Internet était balbutiant, on n'avait aucun des frameworks qu'on avait, hein. On faisait du HTML, c'était du C et du Java. Java était en accélération. Il y en avait encore qui faisaient du Pascal, du Fortran, du COBOL. Alors pour certains, ça ne vous parle pas du tout. Hein. Mais globalement, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Struts existait encore, si ça parle à certains. Donc globalement, les aspirations qu'on voulait résoudre à l'époque, et qui sont exprimées dans le manifeste agile, elles ne sont plus tout à fait valables actuellement. Le monde a changé. Le monde informatique a changé, le monde tout court a changé. Donc vouloir réappliquer ça absolument dans les entreprises, ça ne marche pas. Et je trouve qu'au contraire, on se met les gens à dos. Donc au final, l'idée, c'est peut-être plus d'aller sur de la fluidité et rechercher cette fluidité dans le travail plutôt que d'aller chercher de l'agilité. Et je vais essayer de vous en convaincre sur le temps restant.
Donc j'ai fait un petit manifeste de la fluidité qui vaut ce qu'il vaut, hein, parce que moi je l'ai fait dans mon coin, j'étais pas dans une station de ski, on n'était pas 17. Hein. J'étais dans mon bureau, j'étais tout seul, avec une limonade. Globalement. Donc l'idée là, c'est de partager un peu ma réflexion. Vous avez le droit de pas être d'accord, justement, et ça peut être intéressant, je vais essayer de laisser des questions pour qu'on puisse en débattre. Ouais, je vais y arriver. Non, pas 5 minutes. Ils me font des blagues en plus, putain, sans déconner. Donc la première chose, en fait, j'ai pris le manifeste agile et j'ai essayé de le prolonger, d'aller plus loin. C'est ça hein, mon truc. C'est pas dire que le manifeste agile, ça marche pas. D'ailleurs, dans le manifeste agile, si vous regardez bien, ils disent pas que la deuxième chose, elle est pas bien. Ils disent juste que la première a plus d'intérêt que la deuxième. Ils ont jamais dit que la deuxième, c'était pas intéressant. Moi, j'essaie d'en rajouter une avant. D'accord ? Donc, ce que je dis là, c'est par exemple, des individus d'interaction, c'est très bien. À l'époque, on était quand même dans des endroits où c'était compliqué d'avoir des gens qui parlent entre eux, entre différents services. Mais moi, ce que je dis, c'est que maintenant qu'on a les gens qui sont ensemble et qu'ils interagissent, faudrait voir à ce que ces interactions soient fluides. Parce que, actuellement, on met des gens ensemble et ça assure pas du tout la fluidité. J'ai fait depuis de nombreuses années un paquet d'ateliers, rôles et responsabilités, chemin du besoin, delegation poker. Alors j'en vois qui se marrent parce qu'ils savent à peu près où je les ai faits récemment. On n'arrête pas de les faire. Pourtant, clairement, c'est des gens et des interactions. On a misé dessus. On va les voir. On est en contact avec eux. Moi, je me rappelle d'un temps où je connaissais pas mon donneur d'ordre. La personne qui écrivait les SFD, c'était issu d'un logiciel et je savais pas qui l'avait écrit. Ça, je l'ai eu dans ma vie. C'est-à-dire, on avait mis les processus en premier et on avait déshumanisé l'entreprise. Donc là, on l'a réhumanisé. Oui, on se parle. Mais est-ce qu'on se parle correctement, au bon niveau ? Bah, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça reste très abrasif dans plein d'endroits. Et le groupe, bah, il peut générer des tensions et des incompréhensions. Et on n'a pas formé les managers. L'agilité, souvent, on l'a déployée dans les équipes. Les managers, débrouillez-vous pour suivre l'intendance. Le rôle du manager dans une équipe agile, il devient primordial pour assurer cette fluidité. Et on ne l'a pas fait. Résultat des courses, on a quand même pas mal de non-dits, de problèmes de transparence, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu inquiétant quand même. Là, je discutais récemment de problématiques budgétaires et la question c'est le budget, comment on le partage ? C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on en dit de ce budget ? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cette fluidité ? Bah, déjà, c'est avoir des communications fluides et des relations de qualité. Je crois sincèrement qu'on est en droit de demander, dans l'entreprise, d'avoir des relations de qualité avec les gens qui nous entourent. Qu'on arrête de se crier dessus. Qu'on arrête de proposer des choses qui n'ont pas de sens sous prétexte qu'on est ensemble et on est une équipe agile. Donc peut-être qu'on s'écoute un peu. Un peu d'empathie et d'écoute active, ça ferait pas de mal des fois. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on s'écoute. C'est pas vrai. Vérifier que tout le monde a trouvé sa place. Je vois encore pas mal d'équipes dans lesquelles les gens, ils savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas trouvé leur place. On a fait des rôles et responsabilités. Il y a des fiches de poste. On leur a donné un joli pins où il y a marqué PMO Agile. RTE. J'ai rencontré un STE récemment. Waouh. Solution Training Engineer. Non mais c'est joli tous ces titres. Mais tu fais quoi au quotidien ? J'assure la coordination. Ah super. D'accord ? Il y a plein de gens comme ça qui sont complètement paumés. Et on en est la cause. Hein. Clairement, hein, on a déployé des frameworks avec des noms compliqués. Il y a X niveaux qui sont proposés et les gens sont perdus. On a pris des chefs de projet, on en a fait des Scrum Masters. Il y en a certains, c'est pas le même métier, hein, du tout. Donc trouver sa place, sentir qu'on a un impact dans ce qu'on fait. Nombre de gens qui disent, bof, j'ai fait ce truc-là, mais de toute manière, voilà. J'ai des architectes qui viennent me voir, me disent, oh, j'ai proposé une architecture, mais bon, ils font ce qu'ils veulent de toute manière, hein, c'est eux qui décident. Ouais, comment on a envie de se motiver pour faire ça ? Diminuer le stress, gagner du temps, cultiver la fluidité. Donc ce premier point, moi, c'est vraiment le point le plus important. Je suis rentré par l'agilité sur cette valeur-là qui était les humains
first. Et je trouve qu'on a bien réussi à les mettre ensemble. Maintenant, l'objectif suivant, c'est faire en sorte que ça soit fluide et sensibiliser aux gens, les managers, sur le fait que la fluidité devrait être un élément important à regarder dans toutes les équipes. Alors le deuxième, fluidité de la solution proposée. Une solution adaptée et adaptable aux besoins de tous, plus qu'une solution opérationnelle. Alors celle-là, elle est marrante parce que solution opérationnelle, dans la tête des gens, c'est « je livre en prod tous les mois ». Alors je l'ai fait une fois, hein, à la SNCF, on livrait toutes les 3 semaines une application. Ça a été génial. Franchement, les équipes, tout le monde était content. Les seuls qui n'étaient pas contents, c'était les managers parce que l'application, elle a bouffé toutes les autres applications. Normal, elle livrait fréquemment, les gens étaient super contents. Les gilets rouges, si vous allez sur les quais transiliens, ils avaient enfin une application pour dire aux gens qui étaient avec des handicaps, par exemple, quand est-ce que l'ascenseur pouvait être remis en route. Donc c'était des choses qui étaient super intéressantes. Voilà. Bah, ça, l'application, grâce à l'agilité, elle a réussi à le faire. Mais ça, c'est pas toutes les applications qui peuvent le faire. C'est un truc très spécifique. Dans le même contexte, j'avais des applications où il fallait faire le suivi des trains en temps réel. On n'allait pas mettre dans les pattes des gens un truc qui suit à moitié les trains. C'était juste pas possible, en fait. Ça aurait été un peu dangereux, en plus. Donc non, à un moment donné, il faut se dire que l'opérationnel n'est pas la mise en prod. Opérationnel, c'est un logiciel qui marche. Et surtout, il faut se dire que ça, c'était en réaction à ce qui se passait avant. Si vous vous souvenez, la deuxième partie de la phrase, c'est plus que de la documentation exhaustive. Quand j'ai commencé ma carrière, alors mon deuxième boulot, je suis arrivé à Capgemini Télécom à Rennes. Et on m'a montré une salle où il y avait des classeurs partout dans la salle. Et la personne me dit, très contente d'elle, ça, c'est les spécifications de tout ce qu'on a fait. Moi, impressionné, hein, fait waouh. Deuxième question de ma part, il y a des gens qui les lisent. Et là, la personne, tout à coup, elle m'a dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu racontes? Il y avait personne qui lisait ces trucs-là. Souvenez-vous, hein, on recevait, pour faire des projets, des docs de 150 pages qu'on était censé lire. Moi, je m'endormais au bout de la 6e. Je n'y arrive pas à lire ce genre de trucs, ça me fait chier, très clairement. Et puis surtout, on commençait à les coder, et puis arrivé à la 30e page, il n'y avait plus rien qui correspondait derrière, parce qu'on avait changé d'avis X fois, et il fallait tout réécrire. C'est pour ça qu'on fait de l'agilité, hein. C'est juste parce qu'on s'est dit que faire de la doc sur un truc qui change en permanence, on perdait du temps. Et c'est exactement ce que ça disait, c'est à budget constant, mettez l'effort sur le développement, pas sur la doc, parce que le client, on lui livre pas de la doc. Et en fait, les gens ont lu ça en « il faut livrer tout le temps ». Ça a été mis nulle part. Hein. Et d'ailleurs, je vous signale que dans le Scrum Guide, il dit des périodes de quelques semaines à quelques mois. Oui, j'en vois rien qui me fait la tête. Et puis la question, c'est opérationnel pour qui? Pour les clients, pour les gens qui payent D'accord? Opérationnel, ça voulait juste dire on file pas du code à moitié fini. C'est juste ça que ça voulait dire. Et puis on se pose même pas la question de la valeur. Dans certaines équipes agiles, vite on livre. Quoi? Bah les US. Oui, mais elles ont du sens si on les met ensemble, ça veut dire quelque chose. Non, mais il faut livrer. Et puis en plus on est DevOps, on fait du CI/CD, t'inquiète pas, on va livrer des trucs. Si ça apporte rien à personne, à quoi ça sert de livrer ce machin-là? On peut déjà effectivement faire des tests avec des gens et puis vérifier la valeur que ça produit. On se pose même plus la question de la valeur. On sacrifie la valeur sur l'autel de « faut livrer parce qu'on est agile ». Ça n'a aucun sens. Et on voit plein d'applications pas finies qui arrivent et les gens disent bah, « c'est nul ». Le premier truc a quand même un impact. Hein. La première fois que vous mettez une application dans les mains des gens, ce premier sentiment, il va rester collé à l'appli. Ça, c'est vrai pour tout. Hein. C'est quand vous achetez quelque chose, etc. C'est un biais très connu. Le premier contact que vous avez avec un service, généralement, il va coller en fait à ce service. Donc on n'est pas obligé de livrer en permanence, c'est pas vrai. Donc la fluidité, là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre? C'est choisir l'utilité par rapport à la complétude. Déjà se poser la question, est-ce que c'est utile le truc que je fais? D'accord.
Penser globalement sa solution. Ça, c'est un vrai problème de Scrum. Scrum, on a des gens qui réfléchissaient à 1 an, tout à coup, ils se mettent à réfléchir à 1 mois. Vous avez des PO qui sont enfermés dans une espèce de boucle dans laquelle ils voient le mois suivant, puis que le mois suivant. Et quand vous leur demandez de prendre de la hauteur, oh là, c'est compliqué. Alors qu'avant, c'était leur boulot, hein, de regarder à 1 an, de vous faire une spec, long terme, machin, etc. Ils sont enfermés dans des cycles, des sprints. Donc plutôt penser globalement à la solution, inclure tous les clients. On en oublie plein. Moi, il y a plein de fois où je fais des ateliers où on regarde un peu les clients, et puis à un moment donné, je lève la main, je dis vous avez pensé aux gens qui vont maintenir votre application ? Ah oui, c'est vrai, il y a des gens aussi qui maintiennent, il faudrait peut-être des interfaces pour eux, parce que là, c'est un peu frust ou ça marche pas. Ah, et puis il y a des managers qui vont... Blablabla. En fait, on en oublie plein. Donc il n'y a pas de fluidité dans ce qu'on fait là. On est très en mode allez, hop, je te fais un truc pour ce client-là, pour ce client-là, pour ce client-là. Ça marche pas. Et puis fluidifier la mise à disposition. Là, on a des outils, le DevOps propose déjà plein de trucs. D'accord ? Mais c'est encore pas assez. Il y a encore une segmentation qui est assez forte entre les métiers du dev, les métiers de l'ops. J'ai une collègue qui parlait d'accessibilité ops, par exemple. Donc, quand on rajoute les UX, l'accessibilité, bah, ça devient aussi compliqué. Donc, on est encore siloté, même si on a essayé de faire des ponts. Donc là, il faut chercher de la fluidité. Oui, il reste 10 minutes. La compréhension réciproque des rôles plus que la collaboration. On a voulu pousser de la collaboration, c'était intéressant. Le problème, c'est que la collaboration, ça n'implique pas la compréhension de ce que fait l'autre. 2 équipes peuvent collaborer et pas savoir du tout comment elles fonctionnent. Vous prenez 2 équipes, une front, une back, par exemple. Elles collaborent. Mais le nombre de fois où elles se tapent dessus parce que ça marche pas, parce que le Swagger, il va pas bien, parce que ceci, parce que cela, c'est quand même assez important. Et je l'ai vu dans plein d'endroits. J'ai plein de clients. Donc oui, on collabore. On collabore avec son AMOA, qu'on a appelé son PO. On collabore avec d'autres équipes. Mais est-ce que sa collaboration, elle est vraiment fluide ? Pas tellement, en fait. On reste sur des silos organisationnels qui sont assez forts dans l'entreprise. Je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec des gens chez un client qui n'avaient pas conscience que le produit n'était pas un produit informatique. Quand ils m'ont dit ça, ils me parlaient de leur produit informatique, de chacun de leurs solutions. Et je leur dis, ben non, mais le produit, il est transverse, en fait. C'est pouvoir délivrer la valeur globale. Ah oui. Mais en fait, les silos étaient encore là. Donc au niveau organisationnel, c'était pas terrible non plus. Et puis surtout, ça nécessite beaucoup d'intégration, tout ça. La collaboration, ça a créé beaucoup de synchronisation. Vous prenez les agendas des gens, ils sont blindés. Ils se synchronisent en permanence tout le temps. Donc ils collaborent plus. Je suis même pas sûr qu'ils s'écoutent, mais par contre, ils vont dans des tonnes de réunions. J'ai des PO, ils ont l'agenda qui est rempli du lundi au vendredi. Et j'ai fait l'exercice avec eux, j'ai essayé de virer les réunions qui servent à rien. J'ai réussi à leur dégager 2 demi-journées. Mais ils étaient super, je vais pouvoir écrire mes US pendant 2 demi-journées. Ouais, c'est pas terrible. En termes de collaboration, c'est compliqué. Donc là, c'est de la collaboration à outrance. Et ça reste, on a une vision globale qui est quand même difficile quand on fait ça. Donc ce qu'on veut, c'est dans l'autre sens, pardon. Ce qu'on veut de cette organisation, c'est déjà essayer de parier sur une organisation qui est apprenante, qui va pouvoir s'adapter au contexte. La fluidité d'une organisation, moi je le vois un petit peu comme une rivière. Une rivière, en fait, ça va s'adapter au bord de la rivière. Ça ne va pas essayer de la combattre. D'accord ? Donc il y a cette notion d'apprenante qui est assez forte. Être à l'écoute, vraiment, de ce que veulent les gens. Pas forcer une organisation parce qu'on pense que c'est la meilleure. On a eu beaucoup de transformations qui ont été faites suivant ce modèle. Hein, je vous ramène à la très bonne conf qui a été faite par Rachel là-dessus. C'est pas une solution en fait. Appliquer des solutions toutes faites sur les organisations, ça marche pas très bien. Comprendre l'autre et comprendre vraiment l'autre, à quoi il sert, son rôle, ses envies, ses peurs. J'insiste là-dessus. Hein. Souvent, on vient me voir en me disant « Non, mais dans cette organisation, il y a un tel qui fout la merde, et puis un tel qui fait ça, et puis lui, il n'est pas proactif, et bidule. » Mais si on va analyser, en fait, les gens, ils ont toujours une raison de faire ça. Il y a rarement des gens malfaisants. Hein. Donc l'idée, c'est de fluidifier un petit peu cette organisation. Faire en sorte que la mayonnaise, elle prenne avec tous les gens qu'on a. Et qu'on puisse les embarquer tous.
Et puis accepter la différence. On n'est pas tous pareils, on n'est pas des robots. Jusqu'à ce qu'on soit remplacé par l'IA. Non. Et le dernier, c'est la fluidité du processus. On nous a dit, le changement, c'est vachement bien, il faut le faire. On est dans un monde qui change extrêmement vite. On vous entendrait parler dans certaines confs du monde VUCA, etc. etc. Oui, le monde va très vite et les entreprises, elles l'ont appris. Le changement est rentré dans les mœurs. D'accord ? Il est tellement rentré dans les mœurs que des fois, c'est difficile à suivre. Vous prenez des équipes, leur backlog, elles changent de 50% tous les sprints. Ça devient un peu compliqué à un moment donné. Il y a des méthodes pour gérer ça, mais souvent, elles ne le font pas. Donc, ce que je dis là, c'est plutôt le droit de gérer son rythme et ses erreurs. Parce que le problème de ça, changer, c'est que le changement devient un changement de l'extrême. Et on n'y arrive pas, bah tant pis, on change. Donc, c'est-à-dire qu'on ne persévère même plus, dans certains cas. Non, ça c'est bon, allez, je laisse tomber. Ouais, mais attends, on n'y était pas. Non, je laisse tomber. Et on subit le rythme. On subit le rythme du projet. Il y a plein de projets, vous interviewez les gens, tout le monde dit on subit le rythme. Alors vous prenez les gens aux manettes, ils disent on subit le rythme, le PO on subit le rythme, les développeurs on subit le rythme. Donc tout le monde subit le rythme du projet. Et d'ailleurs, y a des endroits où on vous dit non mais les sprints de 2 semaines c'est vachement chouette. Généralement, je sais ce qui se passe, c'est que généralement les gens ils s'essoufflent, au bout d'un an ils sont carpettes. Déjà ils en ont marre de faire des rétros toutes les 2 semaines parce que c'est chiant, clairement, toutes les 2 semaines. Et puis les gens ils n'y arrivent plus quoi. 2 semaines, il faut le tenir. Alors c'est bien parce que vous dites j'en suis au sprint 126. Super. Et au niveau de ta vie personnelle, t'en es où? Carpette. Donc globalement, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre de tout ça? C'est maîtriser ensemble le rythme du projet. Donc essayer de créer un processus qui soit fluide pour tout le monde. Dans ses décisions, dans ses étapes, dans sa compréhension. Qu'on crée une fluidité dans le projet. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai un atelier qui est un story mapping en fait, du projet, du processus du projet. Et le but du jeu, c'est d'essayer de le fluidifier. Vérifier si ce qu'on fait, c'est cohérent. Réfléchir à ce qu'apportent nos erreurs, plutôt que d'essayer de les outrepasser tout de suite. On ne se laisse pas le temps d'analyser nos erreurs. Généralement, on court après la solution. On va tout de suite essayer de résoudre le machin. Sans essayer de se poser la question de la cause racine, d'aller voir plus loin, prendre son temps. Prendre son temps, c'est important. Les processus ne nous laissent pas le temps. Alors oui, c'est de l'argent, oui, c'est important, oui, il faut aller vite. Mais à force d'aller vite et à force de changer tout le temps, je ne suis pas persuadé qu'on fasse les meilleurs produits. Et puis, j'avais vu une très bonne conférence qui disait que ça serait intéressant de pouvoir dire non. Non, je ne peux pas te le faire. Non, ça ne marche pas. Non, c'est pas possible. Et c'est pas très très grave en fait. Il y a un nombre incalculable de produits, et je ne suis pas le seul à le dire, qui ont été mis sur le marché et qui ont été foutus à la poubelle illico presto parce qu'on n'a pas su dire non. C'est de l'argent perdu, c'est du temps perdu, c'est de la motivation perdue, c'est inintéressant pour tout le monde. Donc moi, l'idée de ce talk, c'était vraiment d'essayer de proposer quelque chose qui va un peu plus loin et de vous faire comprendre que, à mon avis, l'agilité, c'était une étape. Cette étape, on ne l'a pas obligatoirement franchie, mais on est arrivé à un point où on a gagné certaines batailles. Le changement, le fait de travailler ensemble. Il y a des choses qu'on a gagnées depuis 24 ans. Et il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est passé quand même d'un état qui était très déshumanisé, SFD, processus à mort, etc., à quelque chose qui est quand même beaucoup plus agréable, dans lequel on a plus de gens ensemble, dans lequel on a des processus qui deviennent enfin compréhensibles. On réfléchit ensemble au processus, il y a beaucoup plus de co-construction. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que on a déjà fait plein de trucs qui sont super, mais que là, on commence à plafonner avec les outils qu'on a. Et l'idée, c'est que la fluidité, pour moi, c'est peut-être le prochain pas qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire se dire, maintenant qu'on a tout ça, comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que ça devienne fluide et agréable, tout ce qu'on a réussi à produire. Et c'est pour ça que si vous êtes OK ou pas OK d'ailleurs, parce que j'ai mis les deux propositions, vous pouvez scanner le petit QR code et puis il y a le manifeste de la fluidité et vous pouvez dire si vous êtes d'accord ou pas. En tout cas, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse s'adapter aux contraintes des années 2020.
qu'on puisse prolonger les aspirations du manifeste agile, parce que personnellement, le manifeste agile m'a beaucoup apporté dans ma vie professionnelle. C'est quelque chose qui m'a vraiment parlé, et ça a été vraiment une révélation, mais j'aimerais bien que ça continue, j'aimerais bien qu'on puisse aller plus loin. Et puis, sortir de cette guerre agile, pas agile, et se dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des gradients, et je peux prendre des choses à tous les endroits, et que c'est surtout la fluidité qui va être intéressante, plutôt que l'agilité. On peut écouter toutes les options, et surtout, on n'est pas obligé de choisir. C'est pas vrai. À un moment donné, on peut être agile, et puis la fois d'après, on peut ne pas l'être. Et c'est chouette aussi. Merci. J'ai 3 minutes pour des questions, au besoin. Oui. Alors attends. Ok, merci beaucoup pour ta conférence. Tu as commencé en disant que c'était venu de... tu étais énervé. Je trouve que ça s'est senti dans la conférence, que tu as beaucoup été à partager des trucs qui t'ont agacé. Donc ça fait une continuité. Et moi, ça m'a fait ressentir la chose de... en fait, on devrait peut-être en revenir aux valeurs. Et c'est ça qui était intéressant, je trouve, de ce que tu as ramené. Et du coup, ça m'a posé la question de... On a rajouté beaucoup d'outils, choses. Et là, tu rajoutes quelque part quelque chose de manifeste. Et je me demande si c'est pas rajouter de la complexité, là où il y a déjà beaucoup de complexité, où c'est compliqué de savoir s'y retrouver, et où en revenir et retravailler sur ces valeurs de base du manifeste serait peut-être plus intéressant qu'en rajouter. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, c'est une très bonne question, parce que c'est exactement la question que je me suis posée en faisant la conférence et en faisant ce post qui est sur mon LinkedIn depuis janvier. Je trouve que le problème, c'est que ces valeurs, elles reflètent vraiment, les valeurs du manifeste, le monde de 2001. Et que le monde de maintenant n'est plus celui-là. Et que globalement, il y a des choses à faire évoluer dedans. Et il y a eu des évolutions en 2015, on a vu Modern Agile et Art of Agile qui sont arrivés, qui étaient des choses qui essayaient de pousser un peu plus loin, mais je trouvais que ce qui manquait, c'était vraiment cette notion de fluidité. En fait, je trouve que les rapports sont devenus très abrasifs à certains endroits, et la question, elle était plutôt l'agilité, parce que l'agilité était compris par tous les acteurs, que comment je fais pour arriver à agglomérer tout ça et faire en sorte que ma conversation avec lui soit fluide, que la compréhension elle soit fluide, qu'on puisse livrer quelque chose de manière fluide. Donc je trouvais que ce terme fluidité me parlait mieux maintenant que le terme agilité. Donc le but n'est pas de complexifier, le but c'est comment je fais maintenant que l'agilité, globalement, tout le monde en parle, on a essayé de faire ce qu'on a pu, et je trouve qu'on a quand même réussi à faire des trucs. Comment est-ce que je fais pour faire la marche d'après ? Et je trouve que la marche d'après, qui pourrait nous amener un petit peu plus loin, ça serait la fluidité. C'est très personnel, pour le coup. On a 20 minutes de pause. Ok. Non, mais c'est pas une question en plus. C'est pour dire que moi, j'ai pas vu ça comme un ajout, en fait, mais plus comme une avancée, justement. Ça m'a beaucoup parlé, en fait. Tous les points que tu remontes ont été très parlants pour moi. Et donc, je trouve ça très intéressant, cette évolution par rapport au manifeste de 2001, en tout cas. En 2025, voilà, c'est bien de faire ça. Voilà. Alors, le petit QR code, c'est le rôti, je ne l'ai pas dit. Vas-y. Dans le côté de ta réflexion, et tu parlais par exemple du côté est-ce que je suis un escroc parce que je ne fais pas de rétro, sur ces réflexions-là, est-ce que tu t'es interrogé ou c'était passé par la tête de est-ce que ce côté viendrait du fait que donc aujourd'hui souvent on va mélanger ou associer ou oublier de séparer, on va dire Scrum et agilité, et dans Scrum Guide tu as le côté où si tu ne fais pas l'ensemble des événements et des artefacts, alors tu fais pas du Scrum, bouh, c'est pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi qui a peut-être bloqué cette autorisation de faire autrement ? En fait, tu as raison, c'est que pour beaucoup de gens, le Scrum Guide, le Safe Guide, le LESS, machin, en fait, deviennent plus des frameworks, mais des méthodes. C'est la différence. Un framework, je peux utiliser ce que je veux dedans, c'est la boîte à Lego. La méthode, je dois l'appliquer dans son entier. Il n'a jamais été dit que le Scrum Guide était une méthode. Il a toujours dit que c'était un framework. Voilà. Voilà. Et d'où l'extension de 66 pages, où il y a bien marqué « Attention, vous n'êtes pas obligé », et puis derrière, après, il y a tout ce que le Scrum Master doit faire sur 2 pages.
moi j'ai un peu de mal avec ça parce que c'est extrêmement prescriptif. Alors oui, les décideurs ont envie d'avoir un truc prescriptif, ce qui nous enferme à nouveau dans la bulle Agile, Scrum, machin. Mais il y a des équipes, il y a des choses qui marchent pas. C'est-à-dire, il y a des équipes, elles veulent pas découper en tâches pendant 8 heures le sprint planning. Oui, et alors, c'est pas très grave. Et quand tu parles avec elles te disent « Ouais, mais nous, on fait ça au fil de l'eau et puis ça marche mieux. » Très bien. Allez-y, bravo, c'est bravo. Il y a des gens qui vous disent « Moi, j'ai besoin d'une spec parce que mon SI il est très complexe et j'ai besoin de trucs et j'ai besoin de faire 100 pages de spec. » Oui, t'en as besoin, d'accord. Je vais pas t'obliger à découper ton truc en US parce que ça marche pas en fait pour toi. Très bien, j'ai compris. Mais ça, on se l'autorise pas. Bonjour, merci pour ton témoignage parce que ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, la question que j'avais, c'était comment est-ce qu'on arrive à faire la différenciation entre la résistance au changement et effectivement ce changement de méthode aussi. Parce que moi, c'est ce que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire essayer de mettre en place l'agilité. Et derrière, il y avait de la résistance au changement, ce qui a fait que ça a potentiellement pris du temps. Des choses ont fonctionné, des choses n'ont pas fonctionné. C'est le constat que tu fais. Mais voilà, comment est-ce qu'on arrive à voir cette différence-là ? Alors c'est une vaste question qui pourrait quasiment faire une conférence. Il y a des gens qui vous diront que la résistance au changement n'existe pas. D'autres qui... Il y a des psychologues qui le disent. Après, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. La question est surtout de se dire... je vais la tourner dans l'autre sens. Plutôt que résistance, c'est se dire qu'est-ce qui fait du bien aux gens et qu'est-ce qui, à un moment donné, va leur apporter une plus-value. Alors oui, effectivement, la transformation fait mal. Se transformer, ça fait mal. La question, c'est qu'est-ce que je vais leur proposer derrière ? Et est-ce qu'il va y avoir une plus-value ? Moi, je me pose souvent cette question-là plutôt que la résistance. La question de la résistance, c'est souvent une question d'analyse des peurs. Et donc ça, c'est un travail qu'on va faire en coaching. Ce que je propose là, c'est essayer plutôt d'arrêter de se dire « je suis pas assez » ou « je suis trop ». Et se dire « je suis au milieu et ok, c'est ok ». D'accord ? C'est plutôt ça mon propos, c'est dire arrêtons de nous analyser, de nous foutre dans des boîtes. Disons que quand on est au milieu et qu'on fait un peu des trucs, un peu de l'autre, c'est bien aussi. Et il y a une raison pour laquelle on le fait. C'est clair ? Je crois que j'ai dépassé largement. C'est bon ? Merci beaucoup.